Donc, le plus dur après la pause déjeuner, c'est de reprendre. Donc, nous revoilà. Alors, pour une présentation, alors cette fois, comme la première, à plusieurs. Donc, nous accueillons Marion Tranois, Gérard Giorgetti, Olivier Accari et Mathieu Panoria pour une présentation alors sur une nouvelle approche que nous n'avions pas vue jusqu'ici, les archives publiques au service de la réinvention de la citadelle de Corti, par donc plusieurs spécialistes en regard croisé de ce monument patrimonial de la ville de Corte et de la Corse. Donc je vous cède directement la parole pour cette présentation. Bonjour à tous. Pardon. Donc moi, je vais vous dire quelques mots d'introduction. On est très heureux avec Gérard Giorgetti, donc, qui est professeur en histoire et qui est président du conseil scientifique du projet dédié à la réhabilitation de la citadelle de Corte, d'accueillir aujourd'hui nos collègues de la direction des archives techniques et de l'information géographique, la DATIG, du service historique de la Défense. On est très heureux de les accueillir parce que ça fait plusieurs années qu'on collabore très fortement avec eux, à la fois pour réunir l'ensemble des plans qui concernent la citadelle de Corte. Donc on a réalisé un plan de numérisation avec eux en 2019 et on souhaite poursuivre justement dans cette démarche pour donner au plus grand nombre la possibilité de consulter ces fonds. Et on a souhaité qu'ils soient présents aujourd'hui pour évoquer à la fois leur travail, leur mission au sein des archives publiques, au sein du service historique de la Défense, et surtout montrer comment ces archives viennent finalement appuyer et conforter un projet de réhabilitation d'un site qui est en phase de réinvention, on va dire. Donc, on va leur laisser la parole et on se permettra d'intervenir de temps en temps pour vous montrer comment justement ces archives, en tout cas ce qu'on peut y lire, permet parfois d'éclairer l'histoire et surtout d'éclairer des choses qui peuvent avoir disparu sur site et que les archives nous permettent de retrouver pour ensuite les valoriser. Merci à vous. Bonjour. Donc, je m'appelle Olivier Accari-Pierson. Moi et mon collègue Mathieu Panoria, nous allons donc vous présenter une conférence en deux parties complémentaires, en commençant par une présentation générale. Merci. Une présentation générale du service historique de la Défense, puis des fonds des archives techniques et géographiques. Et mon collègue va rentrer après plus dans les détails concernant l'histoire de la citadelle. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier l'organisation et de vous remercier chaleureusement de votre invitation qui nous touche beaucoup. Remercier aussi le personnel de la collectivité qui se met en quatre pour nous choyer comme des coqs en pâte. C'est très agréable d'être accueillis aussi chaleureusement dans un site aussi agréable. Je vais donc commencer immédiatement ma présentation. Je vous présenterai je vous ferai un exposé très général des archives historiques militaires pour que vous ayez des exemples larges qui vont vous permettre de resituer Corte et plus généralement la Corse au sein de nos fonds. Je voulais commencer par cette représentation de l'île de la Corse qui date de 1710, qui est la plus ancienne conservée au service historique de la Défense dans la cartothèque du service que je vais vous présenter dans quelques instants. Également ce plan de Corte qui date des années 1770 environ, qui lui est issu des fonds de l'IGN qui nous ont été versés il y a environ 2 ans après la fermeture des archives de l'institution suite à un problème de sécurité. Ce plan fait partie des plans qui ont été récupérés à cette occasion. Je vais d'abord vous présenter le service historique de la Défense, un service qui est à la fois récent et ancien. Récent parce qu'il a été mis en place en janvier 2005 et ancien parce que cette fusion des 3 services historiques des 3 armées, l'air, la marine et la terre, était la fusion de 3 grands services historiques très anciens auxquels s'est joint le service historique de la gendarmerie nationale. Cette création du SHD, elle reflète une spécificité qui est propre aux armées mais aussi aux affaires étrangères, c'est celle de pouvoir conserver ces archives. Le Code du patrimoine précise que le ministère des Armées veille au contrôle scientifique et technique de ces archives. L'année de création
du dépôt de la guerre, c'est 1688, sous le règne de Louis XIV. Et cette spécificité pour les armées de conserver leurs archives va subsister pendant la Révolution française, parce que c'est la Révolution française qui va créer les archives nationales, mais les armées vont garder leurs archives du fait de leur rôle opérationnel. Je vous cite un mot du directeur du dépôt de la guerre en 1794. « Ici sont des matériaux continuellement en action, là au contraire sont des objets morts, pour ainsi dire, qui attendent le besoin ou la curiosité pour sortir des rayons où on les a placés. » Donc loin de moi l'idée de dire du mal des archives nationales, mais c'est pour vous montrer que dans l'esprit des militaires, les archives militaires doivent être gardées sous la main pour des raisons tactiques évidentes. Les archives se sont installées à Vincennes après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les archives militaires représentent un total de 450 km linéaires. Alors, le métrage linéaire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme ça qu'on mesure en archives. C'est en gros une étagère, on considère qu'elle fait 1 mètre, et sur ces étagères, on range les cartons d'archives, et c'est en additionnant ces étagères qu'on arrive au métrage linéaire global contenu par un service. Ça en fait le plus grand service d'archives de France. Il est divisé en 3 centres. Alors, je vais vous montrer. Vous avez le centre des archives du personnel militaire à Pau, le centre des archives de l'armement et du personnel civil à Châtellerault, et le plus important, c'est le centre historique des archives, qui englobe Vincennes, Caen et le réseau territorial des 5 ports que vous voyez juste à côté. Les 5 ports qui ont chacun leur spécificité. Alors c'est par exemple à Toulon que sont conservés les documents produits pour l'organisation, les opérations et le fonctionnement des services de la marine en Méditerranée. Ça concerne donc l'île de Corse. La spécificité du SHD, c'est aussi la juxtaposition de plusieurs fonctions. Alors je vous ai mis l'insigne du service historique, avec l'ADS Athéna et Clio, la muse de l'histoire, qui symbolise un peu les 2 fonctions du service. Juxtaposition de plusieurs fonctions, puisque, outre ces fonctions de collecte, de conservation, de classement et de communication des archives définitives, le service historique y remplit également des fonctions de symbolique militaire et aussi en matière de recherche historique. C'est au service historique que sont homologués les insignes et les noms des promotions des armées dans toute la France. Pour finir, vous voyez ici les 2 guides de recherche qui ont été publiés par le service pour aider les chercheurs, mais aussi les archivistes, puisque le guide des archives, il fait plus de 700 pages. On s'en sert très régulièrement également dans notre travail. Pour finir, la bibliothèque du service, qui est riche de plus d'1 million d'ouvrages et qui est la plus importante bibliothèque militaire en Europe. Donc 450 km linéaires qui sont consultés, alors surtout dans les salles de lecture des différents sites. Je vous ai mis une photo de la salle de lecture de Vincennes, avec quelques chiffres très vite pour 2023. C'est 5400 lecteurs accueillis, 11 000 séances de travail et 53 400 articles communiqués en salle de lecture, ainsi que 3 000 ouvrages. Et pour l'information, ce qui est le plus recherché, le plus demandé à Vincennes, c'est les recherches généalogiques, les personnes faisant des recherches dans l'histoire de leur famille et ce type de recherche. Voilà une photo du site de Vincennes que certains d'entre vous connaissent, j'imagine, avec la tour du donjon et surtout le pavillon du roi qui accueille la salle de lecture et la direction du service. Et je vais rentrer dans le détail avec les archives techniques et géographiques qui sont conservées au sein du pavillon du génie, qui est au cœur du château, avec la Sainte-Chapelle derrière. La division des archives techniques et de l'information géographique que nous représentons aujourd'hui fait partie du département des fonds d'archives, aux côtés des archives de la gendarmerie, de la marine, de l'armée de l'air, de la guerre et de l'armée de terre et de la défense. Alors, je vais vous commenter, je ne sais pas si vous voyez très bien, le cadre de classement des fonds de la division, en commençant par la photographie aérienne. Ce qu'il faut retenir, c'est que les missions de l'armée de l'air ont couvert toutes les anciennes colonies occupées par la France, ainsi que l'ensemble du territoire français, à différentes périodes, à différentes échelles, et selon différents types de missions, missions verticales ou missions obliques, qui présentent plus ou moins de détails. Donc c'est des recherches, c'est des photos qui sont très importantes quand on fait des recherches de type archéologique ou quand on travaille sur l'histoire d'une citadelle ou d'une forteresse. Deuxième chose, la cartothèque du SHD, ce qu'on appelle dans notre jargon le mur des cartes. Je vais vous en montrer une photo juste après.
c'est un ensemble de cartes qui couvre environ 3 siècles d'histoire, qui commence au XVIIe siècle pour s'achever jusqu'aux années 40 environ, qui est divisé en 2 parties. Vous avez ce qu'on appelle l'atlas géographique, qui concerne la France et le monde, et l'atlas historique, qui est un ensemble de cartes concernant les campagnes militaires des armées françaises depuis le règne de Louis XIII. Le mur des cartes, le voici, donc un meuble qui fait 50 mètres de long, 3,50 mètres de haut, et qui contient 981 tiroirs. Alors, je voulais vous montrer 2 exemples. C'est un meuble qui a été restauré en 2020. Les travaux sont achevés en 2020. Tout a été reconditionné, tout a été refait et dépoussiéré. Si le sujet vous intéresse, il y a un film institutionnel sur la page YouTube du SHD qui vous montre les travaux de restauration du meuble. Alors, je voulais vous montrer 2 exemples je ne m'attarderai pas, hein, mais vous avez les cartes de la Corse après leur attachement au Royaume de France en 1769, avec les canevas trigonométriques qui ont été réalisés par les ingénieurs à ce moment-là. Et ici, les plans terriers, avec les différentes bandes. Là, vous voyez le tableau d'assemblage, qui sont conservés dans le mur des cartes. Voilà. Alors, l'année n'est pas bonne, hein, c'était l'année de l'inventaire, mais vous la modifierez de vous-même. Et là, vous avez la bande qui concerne la ville de Corté. Vous voyez, alors, c'est des bandes qui sont très très grandes, hein, qu'on peut consulter sur place, mais qui sont extrêmement impressionnantes. Elles font 3-4 mètres de long et 1 mètre à 1,50 m de large. Elles sont rangées dans des rouleaux. Là, vous avez le détail de la ville de Corté que je vous ai fait pour information. Les fonds du mur des cartes ont été numérisés en grande partie, toute la série J10 qui concerne la France, et ce sera mis en ligne sur la page Mémoire des hommes à une date inconnue encore, puisque c'est en cours de relecture. Mais à terme, vous pourrez consulter toutes les cartes de la Corse, notamment, sur le site Mémoire des hommes, incessamment sous peu. Je vais maintenant entrer plus en détail avec les fonds du génie. Vous avez ici le cadre de classement des archives du génie, avec le dépôt des fortifications, qui sont les fonds les plus anciens, la section technique du génie, l'inspection du génie, qui contient notamment les travaux de la ligne Maginot, les directions locales du génie, où la Corse est extrêmement bien représentée, à travers des mémoires, à travers l'atlas des bâtiments militaires, et à travers également ce qu'on appelle les registres d'attachement, dont mon collègue va vous reparler, qui sont des archives qui permettent d'une lecture extrêmement fine jusqu'au niveau du bâtiment pour les places militaires. Et enfin, les archives de l'outre-mer. Voilà le dépôt des fortifications, un inventaire qui a été publié. Ici, je vous passe très vite. Je me suis permis de vous mettre cette image parce que vous avez un plan d'une fortification en Égypte, et en fait, c'est un des rares plans sur lesquels un ingénieur se soit représenté directement. C'est assez rare, mais vous le voyez ici à côté de Napoléon. Donc, l'ingénieur au service de l'empereur, c'est une très belle image. Et ici, vous avez une page de l'inventaire du dépôt des fortifications qui concerne Corté et la Corse. Donc, c'est arrangé par ordre alphabétique, hein, vous voyez. Et on peut voir que les ingénieurs ont commencé à s'intéresser à l'île dès 1716 et à construire et à aménager des travaux à partir de 1769. Ça peut remonter avant, effectivement. Alors, ces archives du génie, elles constituent une source majeure de l'histoire de la mémoire de l'arme du génie. C'est la guerre de siège, l'organisme constructeur, le gestionnaire du domaine militaire. Nous-mêmes, nous sommes régulièrement sollicités pour des recherches archéologiques, des demandes de villes voulant réaliser des travaux, des recherches pour des réhabilitations, ou tout simplement par des historiens spécialisés dans l'histoire de la fortification. Le génie, c'est une source majeure dans l'histoire de l'urbanisme, puisque les interventions des militaires concernent le bâti, les casernes, les hôpitaux, les portes de ville, les anciennes forteresses, et donc Corté constitue un exemple remarquable, des édifices publics et religieux. Les archives du génie jouent également un rôle dans l'aménagement du territoire, et enfin, elles constituent une source essentielle de l'histoire des techniques. Alors, ce dépôt des fortifications, quand je vais vous parler plus en détail, il a été constitué en 1791. Il a repris toutes les archives militaires commencées depuis 1688, et il fait l'objet d'un cadre de classement assez particulier, qui est un cadre de classement à l'article, qui va un peu du général au détail,
voyez, on commence par les considérations générales sur les places fortes. On descend à la fortification, on passe sur les marchés publics, sur la comptabilité, sur les servitudes, sur les travaux mixtes, l'administration. Bref, c'est un cadre de classement extrêmement fin, parfois trop, mais qui permet de retrouver des documents de façon assez rapide quand on arrive à bien le manipuler. Ce dépôt des fortifications, il était constitué de quatre grands éléments à l'origine: les archives, les modèles de plans, les plans reliefs et les archives de l'outre-mer. Et aujourd'hui, ne subsistent que les archives militaires dans le dépôt des fortifications au service historique de la Défense. Pour finir, je voulais vous montrer des exemples de différentes archives conservées dans ce dépôt des fortifications, puisque pour les ingénieurs du génie, il ne consistait pas seulement en la collecte et en la conservation de la mémoire de leur arme, mais il constitue aussi un outil de travail qui recensait la mémoire de l'histoire de l'arme et différents éléments importants. Les ingénieurs du génie, c'est d'abord former des ingénieurs. Il y a des éléments concernant l'école du génie de Mézières, qui apparaît en 1748. Et je voulais vous montrer deux exemples intéressants. Alors là, vous avez la promotion de 1778. Alors pour l'anecdote, qui contient deux noms importants, qui sont Marescot et Chasseloup-Laubat. Marescot et Chasseloup-Laubat, ça va être les deux grands ingénieurs de Napoléon qui vont l'accompagner dans la plupart de ses campagnes. Et alors ce que vous voyez avec ce document, c'est qu'on voit ce que les ingénieurs apprenaient à l'école du génie. C'est-à-dire la stéréotomie, la coupe des pierres, la science des ombres, l'art de la guerre de siège, les mathématiques. Donc ce sont des officiers extrêmement bien formés qui sont capables de reproduire des bâtiments, reproduire du terrain quand une armée est en campagne, donc des gens extrêmement qualifiés. J'insiste là-dessus, c'est pour vous expliquer parfois la qualité esthétique de certaines représentations, de certains plans. On le comprend mieux quand on voit la façon dont ils étaient formés. Là, vous voyez par exemple, quand ils étaient à l'école du génie, ils devaient réaliser sur plan une partie du site aux alentours de l'école de Mézières. Et là, Marescot et Chasseloup-Laubat ont travaillé ensemble, en plus, c'est amusant. Quand on sait qu'après, ils ne pouvaient plus se supporter sous le règne de Napoléon, ils ne s'aimaient pas du tout. Mais ils ont travaillé ensemble à l'école et ils ont réalisé ce plan à la planchette qui est conservé aujourd'hui dans les fonds. Deuxième exemple qui vous montre que dans les fonds, on a aussi quelques célébrités. Roger de Lisle, qui est resté comme l'auteur de la Marseillaise. Mais peu de gens se rappellent qu'il a été aussi ingénieur du génie en 1782. Et Roger de Lisle, ce n'était pas un bon élève à l'école du génie, puisque là, vous voyez, en fait, les noms que vous voyez sont rangés par ordre de mérite. Et Roger de Lisle était avant-dernier de sa promotion. Et alors, pour l'anecdote, dans les fonds de la sous-série concernant les écoles, on a aussi les mémoires d'appréciation des élèves. Et je vais juste vous montrer celle qui concerne Roger de Lisle. Vous voyez ce qu'il y a écrit. Il n'a que trop confirmé l'opinion qu'il avait donnée l'an dernier, du peu de goût qu'il a pour son état. Sa conduite a toujours été celle d'un homme tout occupé de ses plaisirs. Et la conclusion, son caractère est doux et honnête, mais très porté à la dissipation et aux choses futiles. Voilà. Donc comme quoi on peut être mauvais à l'école et laisser son nom pour d'autres raisons dans l'histoire. Pour finir, pourquoi être aussi doué en dessin ? Eh bien, je vais vous donner un exemple très concret. La campagne de 1800, l'entrée de Bonaparte, premier consul, en Italie. Et Bonaparte, qui est un homme qui aime aller vite, passe par le Grand Saint-Bernard pour entrer en Italie. Et dans le Grand Saint-Bernard, il y a un fort qui s'appelle le fort de Bar, quelque chose qu'il n'avait pas prévu, qui va empêcher l'armée française de passer par le Grand Saint-Bernard. L'armée française est bloquée. Donc vous voyez le fort qui est représenté sur un dessin vers 1810. Voilà un plan de la vallée avec le fort de Bar. L'armée française n'arrive pas à passer. Et Bonaparte demande à Marescot de trouver un moyen de passer. Et Marescot, en fait, va reproduire sur ce croquis le site du fort de Bar avec les alentours. Et c'est Marescot qui va trouver un sentier pour contourner le fort de Bar et que l'armée française puisse rentrer en Italie avec une partie des canons pour pouvoir combattre en Italie. Voilà ce qu'on doit être capable de réaliser quand on est un officier du génie. Autre exemple conservé dans le dépôt des fortifications pour finir, les archives des campagnes militaires,
qui sont extrêmement riches. Je vous ai choisi le siège de Toulon de 1793, puisque le siège de Toulon va permettre à un jeune officier d'artillerie, le capitaine Buonaparte, comme il s'appelait encore, de reprendre la ville. La ville est assiégée. La ville s'est livrée aux Anglais. Les armées françaises ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Et c'est Bonaparte qui va proposer de prendre les deux forts qui marquent l'entrée de la rade de Toulon, bombarder la flotte anglaise, la forcer à partir et pouvoir rentrer dans la ville pour s'en emparer. Et le plan va réussir à merveille. Et les archives du génie ont conservé le mémoire de Bonaparte qu'il a envoyé à sa hiérarchie pour faire cette proposition. Vous voyez qu'il signait encore Bonaparte. Et c'est à l'issue de cette réussite brillante que la Convention va le nommer général de brigade. Enfin, un dernier point. Les fonds du génie reflètent, pour conclure ma partie, la richesse des interrogations des officiers quant à leur méthode de travail, quant à leur savoir. Et ce qu'on constate à travers les plans, mais aussi à travers des documents théoriques qui sont conservés, c'est qu'il y a une réflexion permanente autour de l'amélioration des savoirs et en fait autour des savoirs géographiques de l'époque. Alors je vous ai pris quelques exemples concernant l'histoire des courbes de niveau et de la représentation du relief. Vous voyez par exemple un plan de 1782 dans lequel un officier du génie propose pour la première fois de représenter le relief avec des courbes de niveau. Plan qui va être suivi d'application pendant la campagne d'Égypte, puisque c'est pendant la campagne d'Égypte qu'on va représenter pour la première fois un fort autour du Caire construit à partir de courbes de niveau. Mais ça ne fait pas encore l'unanimité. En 1810, on a un ingénieur qui propose de nouveau de représenter le relief avec des ombrages et des petites rayures fines. Alors c'est un joli document parce que, avec le modèle que l'ingénieur a proposé, l'ingénieur a joint le petit pinceau qu'il propose d'utiliser pour représenter le relief. Et en fait, le relief, on ne voit pas très bien, il est balayé comme ça avec le pinceau. Et de nouveau, en 1815, on a de nouveau un ingénieur qui propose de représenter le relief avec ce système de courbes équidistantes qu'on appelle les courbes de niveau pour avoir une représentation plus fidèle du relief sur une carte. Donc des débats qui ne sont pas tranchés à ce moment-là, qui le seront plus tard, mais qui vous montrent la richesse des fonds, la richesse des réflexions qui sont conservées. Et je vais céder la parole à mon collègue qui va entrer plus en détail avec la citadelle de Corté. Je vous remercie de votre attention. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer également par des remerciements à toute l'équipe d'organisation du colloque, ainsi qu'à Madame Tranois et à Monsieur Giorgetti. Donc, je suis ravi d'être ici parce que je trouve que c'était une excellente idée d'inviter des archivistes, dans le sens où les archives, c'est du patrimoine qui parle du patrimoine, et c'est un outil par excellence quand elles existent pour étudier, conserver et transmettre le patrimoine. C'est ce que je vais essayer de vous montrer durant ma présentation avec l'exemple de la citadelle de Corté, de la ville de Corté. Donc, je vais le faire à travers 3 parties pour cadrer un peu le propos. La première partie va concerner un échelon stratégique, la deuxième, un échelon tactique, et puis ensuite, je vais parler des relations civilo-militaires dans la place de Corté. Donc, ici, en exergue, j'ai mis un plan qui est dans nos fonds. Il s'agit d'une vue de Corté qui a été retrouvée dans les papiers de Pascal Paoli, qui a été reproduit et que nous conservons à Vincennes. Donc, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nos archives, elles sont très pratiques pour changer de focale. C'est une chose qu'il faut faire à chaque fois, parce que c'est bien de s'intéresser à une place, mais la décision de la construire, elle a été prise bien plus haut, au niveau stratégique. Donc, nous, comme on est des archives ministérielles, on a tous ces niveaux qui se trouvent conservés au même endroit, en fait. Donc là, on peut jouer avec les échelles et aller voir le contexte, contextualiser pourquoi cette place a été construite à cet endroit, etc. Ça, c'est les avantages de nos archives.
il faut avoir autre chose en tête, c'est que chez nous, on va de la centralisation de nos fonds. Mon collègue vous l'a dit tout à l'heure avec le dépôt des fortifications, où là, toutes les places de France sont réunies dans le dépôt des fortifications pour demander des subsides à l'État, enfin au ministère. Et puis, plus le temps passe et plus on va décentraliser nos fonds, plus le niveau de responsabilité va descendre au niveau des régions, de ce qu'on appelle les directions du génie et les chefferies du génie. Donc là, ça veut dire en gros que celui qui gère les fonds, c'est le directeur du génie. En gros, au plus haut niveau, on décide d'un système de fortification globale pour défendre la nation. Et on va dire pour telle région militaire, il va y avoir tel fonds alloué. Et ensuite, dans cette région militaire, les fonds vont être distribués suivant les projets qui sont proposés et qui sont plus ou moins en cohérence avec le projet global. Donc, ça veut dire concrètement que quand on cherche dans nos fonds, il faut chercher dans différentes séries qui ne sont pas cotées de la même manière. Vous allez voir plusieurs exemples que je vais vous présenter. Le budget, c'est le nerf de la guerre, évidemment. Donc, c'est tout à fait intéressant. Vous avez vu tout à l'heure dans le plan de classement qu'on a pas mal d'archives qui concernent le budget. Et comme je vous le laissais entendre, c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre l'importance qu'on donne ou pas à une place, le nombre de fonds qu'on donne en comparant les places les unes par rapport aux autres, etc. Donc c'est des fonds qui méritent d'être explorés. Également aussi dans le 1VH, il y a beaucoup de plans qui viennent du 1VH, les projets, puisque pour chaque projet, on a à chaque fois un budget très détaillé qui va dire de quoi on a besoin pour faire la construction qu'on propose, etc. Donc ça va de la poutre en bois, enfin il y a tout le matériel qui est budgétisé à l'intérieur. Autre chose qu'on va trouver au niveau stratégique, c'est qu'il y a des visions stratégiques sur les places. En fait, les gens du génie, vous avez vu qu'ils ont une formation très complète et ils adorent faire de l'histoire. Ça veut dire qu'ils aiment bien fouiller dans les papiers et puis collecter, faire l'histoire d'une place, voir dans l'histoire comment elle a été prise, qui l'a défendue, etc. Je vous ai pris un exemple ici d'un mémoire qui a été fait en 1841 par le capitaine du génie en chef Gras. Donc dans son mémoire, il va prendre diverses opinions sur la place de Corté. Il y a un nom qui va ressortir tout de suite, d'ailleurs, qui est très important pour lui, c'est Napoléon Bonaparte. Alors qu'il était en Italie, il va donner son avis dans une lettre sur Corté, et il cite Napoléon, il dit « Corté est sans utilité comme sans moyen de résistance ». Donc le capitaine du génie, il adore sa place de Corté, il veut la défendre à tout prix, on sent qu'il a pris la mouche, et donc il dit « À un pareil nom, aucun nom ne peut être opposé ». Et les faits seuls peuvent lui répondre. Aussi, nous entendrons, nous contenterons de les citer. Et donc, et d'abord, et ensuite, il va énumérer tout un tas de raisons pour lesquelles Napoléon a tort, etc., sur des pages et des pages. Donc, on sent vraiment qu'il aime sa place. Les gens du génie, ils adorent les places dont il s'occupe. Au niveau stratégique, maintenant, une place forte, qu'est-ce que c'est? Une place forte, ça date plus ou moins de Napoléon, en fait, de Vauban, pardon. L'idée, c'est de faire une place qui est fermée par des murailles, et à l'intérieur, il va y avoir autant de civils il va y avoir des civils et des militaires qui vont participer à la défense. Et cette place est classée, ce qui en fait une place forte. Elle peut être déclassée. En tout cas, lorsque les Français arrivent le 22 mai 1769 à Corté, ils vont très rapidement avoir l'idée de faire les premières fortifications modernes pour l'époque. Donc des fortifications bastionnées comme vous pouvez le voir, et transformer divers bâtiments, notamment l'université dans laquelle nous nous trouvons, qui est transformée provisoirement en hôpital, etc. Mais je pense que vous avez des choses à ajouter. Alors très rapidement, il faut savoir que cette carte est la seule que l'on possède à montrer l'emplacement exact de l'université au temps de Pascal Paoli. Et donc cette université se situait ici, cette maison carrée, qu'on appelait la maison Rossi, et qui est aujourd'hui détruite. Donc c'est le seul document existant prouvant l'emplacement exact de l'université. Voilà, on le voit parce que c'est mentionné dans la légende au numéro, je n'arrive pas à lire d'ici, je crois que c'est le numéro 16. Voilà, c'est spécifiquement mentionné l'université. Donc ce plan est issu des fameux projets dont je vous parlais. On le remarque tout de suite, puisque petit à petit, au cours de l'histoire, au cours de l'avancée du temps, c'est le jaune qui va s'imposer comme couleur pour représenter les projets. Donc vous voyez les bastions qui sont proposés. Et donc vous voyez, dans la place forte, enfin vous ne pouvez pas lire, mais vous voyez qu'on va proposer une caserne. Une place forte, ce n'est pas que des fortifications, c'est aussi
des logements pour les hommes, casernes, hôpitaux, magasins à poudre, etc. Je passe les détails. L'idée qu'avaient les Français quand ils vont faire la place de Corté, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais ils ont l'idée de faire la capitale de la Corse à Corté. Parce que qui tient les terres va tenir les côtes, dans leur vision des choses. Contrairement à Gênes, la France est un État très centralisé, et donc ils ont cette logique, c'est comme ça qu'ils entreprennent la chose. Donc ils veulent faire de Corté une ville très imposante. Je crois que c'est le plan d'après, voilà. Ils ont des projets qui sont... il y a beaucoup de projets à la fin du XVIIIe siècle. Le projet, c'est de créer une ville nouvelle, en fait, qui est assez imposante. Ils veulent attirer du monde, ils veulent attirer des habitants. Comme je vous ai dit, ils sont à cette époque-là très nécessaires pour la défense de la place forte. Et donc, avec une muraille qui va enceindre la ville et qui va permettre de la défendre. Donc là, il y a plusieurs choses qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que le jeune officier du génie qui arrive et qui dessine ses plans, il a une idée générale de ce qu'il doit faire. Il est passionné, il est fougueux et il fait des plans qui sont souvent démesurés comme celui-là. Et puis à la fin, quand il va prendre l'apostille de son directeur du génie, le directeur du génie va souvent répondre « c'est très bien, vous savez bien travailler, mais le budget, c'est le nerf de la guerre, et là, on n'a pas l'argent pour réaliser cette ville colossale. » Donc c'est souvent ce qui bloque. Et puis, le jeune officier du génie, ce qu'il aime aussi, c'est montrer qu'il sait travailler, avant tout. Donc quand il fait ça, il montre qu'il sait travailler, qu'il sait prendre en compte le terrain, etc. Mais finalement, le manque de budget plus la région les tensions qui s'apaisent au fur et à mesure font qu'on va abandonner cette idée. Oui, allez-y. Je voudrais dire un mot aussi là-dessus. C'est non seulement l'aspect financier qui va faire que l'on renonce à cette ville nouvelle, mais aussi l'aspect défensif, puisque la citadelle ici est imprenable du côté ouest du Tavignano et du côté sud du château. Le côté est est défendu par les maisons de la ville, qui servent de contre-escarpe. Le seul front que l'on peut attaquer, c'est ce front nord. Or, il y a ici un plateau qu'on appelle le plateau Gaffori, qui est à 500 mètres, et qui peut mitrailler cette ville nouvelle qui se trouverait à ses pieds. Ce qui fait que cette fortification-là est intenable. Et donc, on va se replier sur la fortification de la citadelle. Donc, les bastions émergent. Vous avez ici, là, on a fait un bond dans le temps, on est au milieu du 19e siècle. Vous avez la citadelle, donc le jaune, encore une fois, c'est les projets qui sont prévus. Ici, ça concerne le bastion du Dauphin. Le but, c'est de modifier la défense. Donc, on va modifier le terrain en avant du bastion en question, faire des étages pour mettre beaucoup de canons, puisqu'il est assez restreint, etc. Et donc, en tout cas, vous voyez qu'on a une fortification assez typique de l'époque qui émerge au fur et à mesure des décennies. Alors, je reprends ce que je viens de dire. Front sud, front ouest, protégé par les escarpements rocheux. Le front est, protégé par les maisons de la ville. Le seul front d'attaque, c'est ce front nord. C'est le seul qui est bastionné. Le plateau Gaffori est ici. Et donc, une contre-escarpe, c'est-à-dire un tas de terre pour protéger les fortifications des boulets, et l'escarpe qui va être divisée en 4 niveaux de feu successifs, puisque c'est là que vont être concentrés une vingtaine de canons. Dont l'attaque ne peut se faire que de ce côté, et c'est ce côté qui sera le mieux fortifié. C'est intéressant aussi de voir qu'on a presque un siècle de différence entre le premier plan qu'on vous a montré tout à l'heure sur Corté, en 1769, et celui-là. Et on voit bien en fait qu'on passe à une citadelle là ici qui est accomplie, avec l'ensemble des bastions qui sont reliés par les remparts, justement les étages de feu qu'ils ont positionnés, la caserne de garnison, l'hôpital. Donc là, à cette phase-là, on est dans la citadelle dans sa plénitude. Plus loin, enfin, quand nous serons sur place, nous vous ferons remarquer quand même quelque chose d'important. C'est qu'ici, nous avons un premier étage de défense, la cour de la grande caserne. Il y a un deuxième étage, puisqu'ici nous avons un rempart qui se trouve ici. Et il y a un troisième étage qui est le château. Ce qui fait qu'il y a 3 niveaux de défense à l'intérieur même de la citadelle, ce qui la rend pratiquement imprenable. Donc, après, il faut imaginer quand même que les choses évoluent
pas mal pour forger la citadelle. Il faut imaginer qu'en parallèle, c'est la cuirasse, et le glaive et le bouclier. Les techniques d'assaut, de siège évoluent également très rapidement. Par contre, après l'épisode Napoléon, les places fortes commencent à être décriées, on préfère la manœuvre. Napoléon lui-même, il n'était pas forcément contre la citadelle de Corté. C'est plutôt que c'est un manœuvrier plutôt qu'un défenseur de fortification. En tout cas, on va rester sur l'héritage de Vauban, plus ou moins pour le gros œuvre, jusqu'à la guerre de 70. En tout cas, il y a une chose que les gens du génie adorent faire, c'est représenter les bâtiments anciens qui peuvent avoir disparu, les restes de bâtiments anciens, les choses qui vont modifier, ils aiment bien les représenter. Ici, vous avez un plan du château de Corté. Alors, il est intéressant pour plusieurs raisons, j'imagine qu'on va en dire plus tout à l'heure, mais en gros, on voit la fameuse tour qui a disparu, qui se trouve ici, voilà, qui est représentée. Et puis, on a un plan qui est un peu plus tardif, ici, où on a vraiment un plan... Alors là, je m'excuse, j'ai fait une photo, on n'a pas la numérisation propre qui a été faite. Pour la publication des actes, je vais m'attacher à faire une belle numérisation. Mais on a un plan de la tour assez détaillé avant qu'elle disparaisse, qu'elle soit arasée. J'ajoute juste qu'en fait, on ne connaissait pas ce plan, donc on le découvre avec vous aujourd'hui. Hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une coupe vraiment de la tour qui, à cette date, on peut apprécier voilà, le nombre d'étages, etc., s'il avait un toit ou pas. Donc merci à vous de nous amener aussi des éléments inédits. Donc, pour parler de la typologie du document en question, il s'agit d'un atlas des bâtiments militaires. Donc en gros, c'est dans chaque place, on va tirer les plans en long, en large et en travers du gros œuvre de la plupart des bâtiments pour avoir une collection en fait. Les avoir en collection et savoir comment est construit le bâtiment, etc. Dans quelle matière. Il peut y avoir parfois un niveau de détail assez élevé. Dans cette série qui concerne toujours les archives locales du génie, les directions et les chefferies, on peut également avoir d'autres choses qui sont des registres d'attachement qui ont été évoqués tout à l'heure. Ça, c'est très intéressant, mais ça ne concerne pas tellement Corté. C'est pour les fortifications qui vont évoluer, devenir de plus en plus enterrées. Je le mentionne à toute fin utile. En fait, quand les constructions sont enterrées, on ne peut pas voir comment elles ont été construites. Et ce n'est pas les militaires qui construisent eux-mêmes les fortifications. Ils n'ont pas les moyens humains de le faire déjà. Et donc, ils font des marchés, ils passent des marchés avec des entreprises accréditées qui vont construire. Et donc, pour être sûr qu'ils construisent bien ce qu'on veut, ils vont être présents sur le terrain, les officiers du génie, et ils vont représenter les types de matériaux qui ont été utilisés, sur quelle épaisseur ils ont été faits, etc. Donc, c'est des plans, pour la Corse, on a des exemples, mais pas pour Corté, mais qui peuvent être très intéressants pour étudier le bâti militaire. Ici, donc, c'est peut-être plutôt à vous que je vais laisser la parole, mais une rare représentation photographique de la fameuse tour du château de Corté. Oui, donc là, on est dans les fonds du musée de la Corse, hein, qui abrite la citadelle. Et on a parlé de ce plan du château où la tour en lettre C était mentionnée. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a une photo d'avant 1889, où on voit encore cette tour avant qu'elle soit détruite par l'artillerie. C'est une photo assez rare hein, qui existe. On en a une deuxième juste derrière. Donc là, c'est une vue côté Tavignane. Et la suivante, s'il vous plaît. Voilà, là, on la voit. Là, c'est les fonds de la mission du prince Roland Bonaparte. On la voit là, côté pont de la Restonica. Mais c'est intéressant de voir qu'on arrive en retrouvant des éléments dans les archives, parce que d'ailleurs, ces photographies, pour certaines, voilà, elles sont arrivées assez récemment dans le fond du musée. On arrive à mettre en corrélation en fait, des choses qui sont présentes dans les archives, qui n'existent plus sur site au jour d'aujourd'hui, mais qu'on retrouve dans certains éléments iconographiques. Alors on a des dessins, des gravures, des peintures, mais ça reste toujours sujet à interprétation. Là, avec la photographie, on est sûr que ça existe vraiment. Ensuite, j'ai voulu vous présenter ce type de plan qui, alors je le représente parce que pour Corté, il est assez présent en fait dans les projets militaires. Alors, c'est des aspects très techniques. Là, il s'agit de ce qu'on appelle les défilements et les plans de défilement. En gros, c'est une fièvre qui s'est emparée des gens du génie après les guerres napoléoniennes. Et en gros, la cause de ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les plans avec les reliefs en courbe de niveau. À partir de là, on a une idée du relief qui est assez précise. Et on va rechercher les points les plus dangereux autour de la forteresse à défendre, à partir desquels l'ennemi peut tirer. Et jusqu'où peut arriver l'obus qui va tirer à l'intérieur de la caserne. Ce que ça veut dire concrètement pour le bâti, ça veut dire qu'on va
chercher à savoir à quelle hauteur on doit élever les murs. Là, vous voyez que tous les traits, c'est des tirs potentiels de l'ennemi qui vont arriver à l'intérieur. Et donc, tout ce qui est en jaune, c'est l'élévation des murs en conséquence qu'on va devoir faire pour pas que l'ennemi puisse tirer à l'intérieur de la citadelle ou sur les parapets et mettre à mal la défense. En tout cas, c'est quelque chose qui va disparaître assez rapidement avec l'artillerie rayée. Et puis surtout, c'est finalement pas tellement utile puisque la courbe du tir du canon n'est jamais, enfin très rarement rectiligne. Donc on a les bombardes notamment, etc. Donc finalement, c'est assez rapidement abandonné, sauf pour la question des vues dans la citadelle. Quand on veut se cacher, ça va perdurer un peu. Bon, c'est très technique, mais en tout cas, c'est assez représentatif des travaux qui sont faits sur la place de Corté dans la première moitié du 19e siècle. Je ne rentre pas dans plus de détails là-dessus. Alors, dans les archives locales du génie, on a plein de choses. Je vous ai mis un exemple, j'en ai choisi un parmi beaucoup possibles. On a beaucoup de cartons qui concernent les directions et les chefferies du génie. Ici, ce que vous avez, c'est un plan qui est extrait du rapport du chef de bataillon Clinchard sur l'installation d'un colombier militaire pour la place de Corté. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que maintenant, ce qui se passe après la guerre de 70, on a des directives qui sont prises au plus haut niveau, on les dispatche partout dans toutes les places fortes, et tout le monde doit exécuter le fait qu'il doit y avoir un colombier militaire dans les places fortes. Et donc, au début, les questions de mettre ce colombier dans la tour, ça va pas très bien, parce que j'ai pas trouvé la raison, mais en tout cas, ça convient pas très bien aux gens du génie. Finalement, c'est dans la caserne qu'on a vue tout à l'heure, dans les combles, que va être installé le colombier militaire. Donc, je n'ai pas précisé, hein, évidemment, c'est pour communiquer avec l'extérieur en cas de siège, qu'on va installer les pigeons dans les combles de la caserne. Je le précise, hein, parce que c'est pareil, on a évoqué ça ensemble ce matin. C'est des éléments qui n'étaient pas arrivés jusqu'à nous en termes de connaissances. Et on ignorait que dans la caserne Padoue, donc dans les combles de la caserne Padoue, un colombier militaire avait été installé. Donc, d'où l'intérêt de collaborer avec les archives publiques pour tous les jours découvrir de nouveaux éléments. Donc il faut imaginer 400 pigeons voyageurs à l'intérieur quand même qui doivent servir. On imagine un siège assez long. Hein, donc, quand même. Puis après il y a de la perte quand on lance les pigeons. Tous ne vont pas là où ils doivent aller. Bref, je ne rentre pas dans plus de détails de colombophilie. Ici un très beau plan. Là c'est plutôt sur la troisième partie, pour rentrer dans la troisième partie, sur ce qui concerne ce qu'on appellerait aujourd'hui les relations civilo-militaires. C'est-à-dire que dans une place forte très étroite, très contrainte, en fait, ça crée des tensions, pas que, mais il y a beaucoup de tensions entre les militaires et les civils, forcément, dans la ville de Corté. Donc ici, vous avez un très beau plan où on voit un bâti qui a aujourd'hui disparu sur la place forte de Corté et qui est très bien représenté. Donc on est sur un plan de 1774 pour les projets de 1775. Mais je crois que vous aviez des choses à dire. C'est évidemment un des trois premiers quartiers de Corté, c'est-à-dire les Castellacci. Ici, vous avez le château. Et ici, ce quartier qui a aujourd'hui complètement disparu. À la place, vous avez le musée de nos jours qui se trouve ici. Alors, il y avait 76 maisons. Et dès la première année où les militaires arrivent pour construire la citadelle, ils veulent en expulser les habitants. Pour plusieurs raisons. Première raison, là, il y a la porte d'entrée. Mais les habitants préfèrent passer par le Tavignano pour entrer directement chez eux. Donc c'est une citadelle ouverte à tous les vents, c'est assez gênant. Et puis aussi, vous le voyez, que ce quartier est en surplomb de la grande caserne. Et donc les militaires qui sont dans la cour ici s'exposent tous les jours à des colibés, voire à des insultes de la part des habitants qui les dominent. Ça ne plaît pas non plus beaucoup aux militaires. Et donc ces militaires vont n'avoir de cesse que d'expulser les habitants, mais ça va prendre 80 ans pour les expulser. Je vous laisse d'autres ouvrages pour voir l'historique de ces 80 ans. Juste pour préciser que les fouilles archéologiques qui ont été faites au moment de la construction du musée n'ont pas permis de retrouver l'assise et la fondation de ces maisons. Donc en fait, il n'existe que ces plans du SHD pour pouvoir exactement connaître l'implantation des maisons. Et est-ce que vous pouvez passer au plan suivant, s'il vous plaît ? Il y a un petit détail là sur le plan suivant. Vous voyez, toutes les maisons sont numérotées. Et donc, rattaché à ce numéro, vous avez un listing donc, des 76 maisons et donc des familles qui sont installées dans ces maisons. Et donc, ces archives sont les seules qui nous permettent de faire le lien justement entre le quartier tel qu'il existait et les familles de Corté. Je te laisse dire un mot peut-être sur les noms de famille, parce que ça, c'est intéressant.
Alors, ces 76 familles qui représentent un peu plus de 300 habitants, on va dire, entre 300 et 400, ont toutes été relogées dans une seule maison qu'on appelle la maison des 300 propriétaires. Et de nos jours, il y a une remarquable continuité patronymique puisque environ 90% de ces noms sont toujours présents sur la ville de Corté. Vous imaginez, quand on travaille sur une expo, c'était le cas en 2019 sur la citadelle de Corté, et qu'on expose ce plan en 3 par, enfin même 4 par 3, en fait, vous aviez tous les visiteurs, notamment les Cortenais, qui étaient collés au plan pour retrouver la maison en question, le nom, et notamment des éléments qui sont indiqués ici, c'est-à-dire à combien elle avait été estimée par les militaires, et finalement à combien elle va être vendue, parce que ce dur combat a donné lieu à des négociations aussi financières. Donc typiquement, ce genre de document d'archives, en fait, éclaire la mémoire collective et permet de retrouver une continuité où parfois les éléments tangibles, matériels, architecturaux ne sont plus présents. Donc c'est pour nous une source essentielle socio-historique pour expliquer l'histoire de la place et puis éclairer des choses qu'on ne pourrait pas trouver sans ces archives. Et pour ajouter juste un petit mot, une anecdote sympathique, c'est que ces maisons ont été vendues de gré à gré. Et donc on peut voir les propriétaires qui se sont bien débrouillés, qui ont obtenu plus que les prévisions, et ceux qui se sont fait un petit peu avoir par l'armée et qui ont vendu beaucoup moins cher. Et donc les Cortenais qui vont voir la liste voient un petit peu leur ancêtre, s'il a été un bon négociateur ou un mauvais négociateur. Donc, il faut imaginer que l'armée exerce une pression très forte sur l'urbanisme, à Corté en particulier, étant donné qu'il y a une grosse garnison. On veut en faire un réduit pour défendre la Corse. C'est un nœud de communication extrêmement important pour la Corse. Et donc, il y a beaucoup de soldats qui sont prévus en garnison à Corté, qui exercent une pression assez forte. Là, vous avez, j'ai pris en photo, c'est pas une numérisation, un plan qui complète le précédent, où là, vous avez la même chose, mais pour les maisons qui sont en bas de la citadelle, au niveau de la ville. Donc on voit que vraiment l'armée cherche à contrôler, et la grande question qu'on va retrouver dans beaucoup de plans, c'est la question des servitudes militaires, où se trouvent les possessions auxquelles peuvent prétendre les militaires à Corté, les servitudes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire où dans la ville, s'entraîner, prendre leur permission, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont très importantes, et on sent qu'elles sont très débattues si on prend le nombre des archives qui concernent cette question-là. Donc, une pression très forte sur l'urbanisme. Alors là, c'était la vidéo que je passe. On ne va pas avoir le temps de la regarder, je pense. C'est juste pour vous dire qu'à partir de ces éléments-là, on va par exemple produire, là pour donc le musée de la Corse, c'est la société C'est Magnifique sur un scénario d'Anne Bilger, on va produire en fait des films d'animation pour le jeune public qui expliquent l'histoire de ce quartier, précisément des Castellacci. Donc, il faut imaginer que les militaires mettent une grosse pression sur l'urbanisme à Corté, mais en revanche, on a vu tout à l'heure qu'ils ont besoin des civils. D'une, parce que pour défendre une place forte, il faut des civils, des non-militaires, et de deux, parce qu'ils veulent faire la capitale de la Corse. Donc, si c'est une capitale vidée d'habitants, ça n'a aucun sens. Donc, il faut quand même ménager la chèvre et le chou, si vous me permettez l'expression. Donc, par rapport à ça, on a beaucoup de choses qui concernent ce qu'on appelle les travaux mixtes dans nos fonds, c'est-à-dire des travaux qui sont faits en accord avec les autorités civiles locales, le département, la municipalité, etc. Donc ça peut être... Ici, vous avez un plan qui est très intéressant pour la porte, en particulier, qui est très peu représentée de la citadelle de Corté, qui est ici, avec un tambour qui permet de la défendre. Et ça, c'est alors la porte qui est chargée de symbolique, etc., au niveau de l'anthropologie, etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur la porte de Corté que je connais très mal à mon niveau, mais en tout cas, il y a beaucoup de fonctions sur une porte. C'est la défense, l'entrée et la sortie, c'est aussi l'octroi, très matériellement. Toute personne qui va passer la porte d'une place forte va payer des droits pour faire passer des biens, etc. Donc c'est une manne d'argent potentielle pour la municipalité de Corté. On le retrouve on retrouve des débats là-dessus avec les militaires. Et donc voilà, je pense que vous aviez des choses à dire sur la porte. L'image d'après, voilà. On retrouve le tambour qui était dessiné.
Aujourd'hui, il reste une trace au sol qui a été réalisée quand on a repavé la place. Nous verrons cela sur place, ça sera plus simple. Donc ces fameux travaux mixtes, chez nous, dans nos fonds, ça peut concerner les portes, ça concerne surtout les voiries, donc les routes qui vont être utilisées à la fois en cas de siège par les militaires ou pour le matériel militaire et par les civils, évidemment, elles ne leur sont pas fermées. Ça peut concerner aussi d'autres choses, en particulier, par exemple, ici, quelque chose qui est très symbolique et représentatif des relations entre les civils et les militaires à Corté, c'est la fontaine des 4 canons, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et donc qui a nécessité que les militaires, quand ils sont arrivés, ils ont besoin d'eau, forcément, de beaucoup d'eau. Ils vont donc faire un aqueduc qui va acheminer l'eau à Corté et décider d'implanter cette fontaine dans la ville, au bénéfice des militaires et des civils à la fois. Le but, c'est, comme je vous disais, d'attirer des gens. Il y a vraiment une volonté d'attirer les gens à Corté. Et donc, il va y avoir pas mal de vicissitudes, enfin, vous l'expliquerez mieux que moi, à tel point qu'à la fin, c'est une seconde fontaine qui va être faite dans les années 1880-1890 à l'usage strict des militaires. Enfin, je vous laisse peut-être en parler si vous voulez. Nous tâcherons de voir la fontaine in situ en montant à la citadelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le canal d'arrivée d'eau fait plus de 1,5 km et que dans tous les rapports des militaires, il se trouve qu'il y a quelques prises d'eau pour arroser les jardins. Ces prises d'eau sont de plus en plus nombreuses. Il faudra sévir pour interdire ces prises illicites et maintenir une bonne capacité fluviale, je dirais, pour alimenter la fontaine. Voilà, donc là on voit que c'est vraiment un édifice qui est très important dans la vie de Corté. Enfin, je ne sais pas si... Oui, c'est bon. Et donc là, je vais vous laisser la parole pour parler des... Alors, vous avez une reproduction, encore une fois, du bastion numéro 1, avec les 4 étages de feu. Et ici, la contrescarpe, qui est, quand vous viendrez sur place, vous verrez une colline. La contrescarpe est ici. Et vous avez là les 4 étages de feu qui protègent ce bastion numéro 1. Et là aussi, justement, les archives permettent d'accompagner les scientifiques parfois pour justifier des décisions d'urbanisme, parce que cette contrescarpe, elle a souvent été le sujet d'un potentiel agrandissement du parking de la citadelle de Corté. Et en fait, en s'appuyant sur les archives, on permet de justifier que ce n'est non pas ni un tas de terre issu des travaux de la citadelle, mais vraiment un ouvrage militaire en tant que tel. Donc on a vu que les militaires mettent beaucoup d'efforts pour créer une place forte malgré tout à Corté, et que finalement la citadelle n'est jamais attaquée. Donc elle n'est jamais attaquée parce que, pour diverses raisons, en tout cas, il faut retenir une phrase de Vauban qui dit que la sueur épargne le sang. Donc il ne faut pas oublier que les forteresses, c'est une arme de dissuasion avant tout, en fait. Et donc, est-ce qu'elle a été assez dissuasive ou est-ce que d'autres facteurs ont fait qu'elle n'a jamais été assiégée? En tout cas, elle n'a jamais été assiégée. Et peut-être que vous voulez... Et jamais prise, pour le coup. Donc, voilà, ça fait aussi penser au désert des Tartares. Je passe à la suite. Et juste pour finir, avant qu'on introduise la visite de tout à l'heure, hein, vous avez compris que donc, ces archives du service historique de la Défense ont été vraiment un objet pour nous de travail et de recherche pour ce projet qui est porté par la collectivité de Corse, la direction du patrimoine de la collectivité de Corse en maîtrise d'ouvrage, donc de réhabilitation de la citadelle, sous l'appellation Cittadella Vintuno. Et ce programme général pour le site, hein, il y a une dizaine d'interventions qui est prévue. On en a lancé quelques-unes dont on vous parlera tout à l'heure sur site, notamment la conservation-restauration du Nid d'Aigle, qui est pilotée par le service de la conservation-restauration du patrimoine. Et puis l'aménagement des extérieurs, du parvis, des entrées, et la création aussi d'espaces verts nouveaux. L'idée, c'est vraiment de retrouver l'esprit des lieux, de créer des nouvelles formes d'appropriation de cette citadelle, et surtout de pouvoir
de nouveau lui rendre certains pans de son histoire qui avaient disparu. Quand ce projet a été lancé, au-delà de la création du musée et de la conservation du château qui avait déjà donné lieu à plusieurs opérations de travaux, le reste du site était quasiment en friche. Donc l'objectif, c'est d'aller plus loin et on est ravis de collaborer avec le SHD pour amener justement des éléments de compréhension à la fois des dimensions architecturales, mais aussi de la stratégie militaire et d'un contexte un peu plus global sur Corté. Voilà. Merci à tous de votre attention et merci à nos collègues du SHD de s'être déplacés jusqu'ici. Je vous remercie à mon tour pour cette brillante communication sur tous les aspects qui montrent, s'il en était besoin, l'utilité des archives. Surtout que, alors là, moi, en médiéviste, je suis jaloux, parce que là, alors des archives comme ça, évidemment, on en rêve. Je vois le château de Corté, la tour de Vicente Lodistre, y a reconstitué à l'identique, c'est quand même pas mal. Donc, très bien, là aussi, c'est un peu le fil rouge de la journée, mais la conjonction et des savoirs et des compétences amène à beaucoup de réalisations intéressantes. Les problématiques de réhabilitation et de réutilisation de la citadelle de Corté me font penser aussi à celles qui ont été évoquées pour la citadelle d'Ajaccio ce matin, avec qu'est-ce qu'on fait d'une citadelle quand elle n'est plus une citadelle et comment on la réhabilite, ce qui finalement, paradoxalement, est une problématique assez neuve en Corse, parce qu'on ne s'est pas trop posé la question. Jusqu'ici, on a pas mal de citadelles, mais les réemployer différemment, c'est une... Ouais, il y a un écho dans les micros, mais ça fait rien. C'est une problématique nouvelle, quoi. On a eu la chance que le musée de la Corse, la création du musée de la Corse qui ouvre en 1997, initie déjà une première identité pour ce site qui est une identité plutôt culturelle. Donc ça, c'est vraiment important. Après, on est dans cette dynamique de découverte à la fois du patrimoine architectural, à la fois paysager, à la fois patrimoine naturel. Et j'ai envie de dire, hier, j'étais assez surprise parce qu'on a accueilli des scolaires dans le cadre d'un festival mini-entreprise et j'ai découvert qu'en fait, pour des lycéens entre seconde et terminale, eux, ils voyaient dans la citadelle plutôt un espace pour faire du sport. Ils parlaient de parcours de santé, etc. Donc, c'est pas forcément, des choses aujourd'hui auxquelles nous, on a pu réfléchir en conception. Mais en tout cas, j'ai retenu cette idée. Ils étaient pleins de fougue et plein de propositions pour ce lieu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que eux, à leur niveau et pour leur génération, sont prêts vraiment à se réapproprier ces lieux qu'ils ne fréquentent pas tellement finalement. Donc on est dans l'idée d'une réouverture et finalement d'un rayonnement de ce site à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, à l'échelle de Corté en général et aussi pour toute la Corse. La parole est à la salle. Des questions? Des contributions? Tout était clair. Oui, maintenant il faut aller à la visite, c'est vrai, il faut voir ça. Moi, quand je vois ça, pour tout vous dire, je rêve d'un chantier d'archéologie expérimentale pour refaire la tour, parce que là, il y a tout. Il y a le plan, on sait où c'était. On fait comme le Torione et de Bonifacio, mais pas en parpaing, quoi, en vrai. Juste pour vous donner quelques... Il y a eu un diagnostic de l'INRAP déjà sur le sujet donc, de la tour. On a retrouvé des fondations, là que je vous donne, et il est prévu là un chantier de fouilles donc, programmé là-haut qui permettra de mettre à jour les fondations. Il n'est pas question de reconstruire la tour comme ça, je vous regarde parce que je... Mais non, en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment la signaler. C'est le bâtiment le plus ancien de la place de Corté. Et l'objectif, c'est vraiment que le visiteur... Parce qu'aujourd'hui, quand on parcourt le Nid d'Aigle, on n'en a aucune lecture sur le site. Donc, on veut vraiment la matérialiser dans le cadre des chantiers. Mais je laisserai mes collègues du service conservation-restauration en parler tout à l'heure. Et puis, avec l'iconographie que vous avez pu voir, celle du SHD, celle des fonds du Musée de la Corse, par exemple, pouvoir proposer des outils d'interprétation pour comprendre cette tour et sa fonction et
percevoir encore mieux la dimension stratégique de Corté dès le Moyen-Âge. Ce sera faisable en réalité augmentée, alors? Sûrement. Maintenant, les nouvelles technologies nous permettent plein de choses. Je vous propose qu'on poursuive sur site, mais avant d'aller sur le site... Ah, une question. Oui, juste une question. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on n'ait pas retrouvé les ruines, les vestiges et les arases des maisons de Castellacci, puisque la citadelle existait déjà auparavant? Tout simplement parce que les maisons étaient construites directement sur le rocher. Et qu'est-ce qu'on a fait des pierres, des moellons Une grosse partie des pierres et des moellons constitue la contrescarpe. Parce qu'on peut imaginer des maisons relativement anciennes, voire du Moyen-Âge. Oui, on peut retrouver de la pierre de taille pour les angles, pour les linteaux, voire des dates inscrites sur des pierres. Ça peut être. Il reste à fouiller la contrescarpe. Ok. Au boulot. Un deuxième chantier de fouille. Pour faire le parcours santé. Voilà. Prendra la suite du parcours du combattant déjà utilisé préalablement. Non, mais c'était assez surprenant parce que les résultats de ces fouilles, on a plutôt trouvé des choses soit du 173e, soit de la Légion étrangère notamment, donc une période beaucoup plus contemporaine. Hein. Mais ça a été tellement modifié pour bastionner, et puis je pense que peut-être il y a une partie des pierres qui a servi aussi à la construction du rempart. Tu sais ça? Tu sais si c'est possible ça? En fait, beaucoup d'habitants, quand ils ont été expulsés, ont tenté de récupérer les charpentes, de récupérer tout le bois possible. Donc ça, c'est évident que ça a disparu. Quant aux pierres, une partie a été reprise pour le rempart, mais la grande majorité a quand même été utilisée pour faire la contrescarpe, parce qu'on manquait beaucoup de terre, on manquait de matériaux, et ils ne savaient pas comment la construire. Vous verrez qu'elle est assez imposante et assez vaste, et dans ce territoire où on manque de terre, c'était difficile de la réaliser. Ça, on ne l'a pas, non. On sait qu'à l'occasion de quelques disputes entre les familles montaient sur les toits et s'invectivaient depuis les toits d'une maison à l'autre. C'était quand même costaud, c'est tout ce que l'on a. C'était pas de la paille. Ce qu'on a peut-être moins évoqué, on a regardé beaucoup des plans là, mais c'est les mémoires qui sont rattachées aux plans. Là, je me tourne vers nos collègues. En fait, dans ces mémoires, vous avez des descriptions extrêmement intéressantes du regard porté par les militaires sur les habitants de la citadelle, notamment les habitants des Castellacci, qu'on présente aussi sales que leurs cochons. Enfin voilà, bon, c'est assez fleuri comme langage parfois. Et c'est vraiment... Alors, malheureusement, on n'a pas forcément le retour en miroir, ça serait intéressant, hein. Mais en tout cas, on a une bonne vision de la représentation des militaires sur ces habitants-là. Donc ça fait aussi partie des sources qui sont essentielles pour comprendre justement le contexte historique de la fois de ces 80 années de conflit et puis de la construction de la citadelle. Je vous propose qu'on poursuive sur site. Avant qu'on démarre sur le site, on voudrait introduire la visite. Attends, excuse-moi, une dernière question. Pardon, je suis désolée. Je voulais savoir si dans ces documents sur la vente des maisons, dans les maisons, elles sont détaillées en termes de fonctionnalité. Par exemple, une pièce du rez-de-chaussée, 2 chambres à l'étage, ou c'est juste le bâtiment qui est décrit, une maison, point barre. Non, il n'y a pas de description. Il n'y a pas de description. On n'a pas de plan de coupe qu'on ne connaît pas aujourd'hui, parce que maintenant, je me dis que peut-être on va finir par... Non, mais a priori, on n'a pas eu de plan avec des coupes, comme vous avez pu le voir, par exemple, pour la tour. Là, on a aujourd'hui des éléments. Mais voilà, ça pourrait être... notre collègue dit que ça pourrait être de l'ordre du cadastre. Oui, parce que le prix du bâtiment n'est pas le même suivant son état, suivant son utilisation. Donc ça peut expliquer les différences de prix aussi entre l'estimation. On a quand même une altimétrique. Donc, oui. On a quand même un document altimétrique qui nous dit si des maisons ont plusieurs étages ou non. Ça, on peut le retrouver. Il n'y a pas de description sur la fonction. C'est-à-dire si jamais c'était une forge. Non, il y a uniquement une chapelle, la chapelle Saint-Louis, qui est relevée.
archéologue. Oui. Alors, il vient de sortir au mois de novembre, donc pour l'instant... Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, vous voyez, dans les collaborations et puis dans la synergie qui se fait entre différents services publics, on pourrait tout à fait envisager dans quelques années de devoir rééditer cet ouvrage parce qu'on a de nouveaux éléments scientifiques à apporter, de nouveaux éléments de connaissances qui expliquent des choses. Vous savez, je vous le raconte comme une petite anecdote, mais vous savez qu'on cherche tous un point de passage entre le palazzo et le château. Donc aujourd'hui, on questionne les architectes, on questionne les archéologues, on questionne les archives. Qui sait si dans quelques temps, on n'aura pas quelque chose à dire. Et là, ça mériterait en effet de revenir sur cet état des lieux qu'on a pu faire là cette année. Voilà. Patience et longueur de job. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le... Oui, en fait, on a prévu une visite sur site, vraiment pour vous permettre de concrétiser ce qu'on vient de vous dire à base de plans et d'archives. Cette visite, elle va être animée par Alicia Tramoni, qui est architecte pour l'agence Orma, et Sébastien Tchelleri, qui est chef du service conservation, restauration et direction du patrimoine de la collectivité de Corse, et je les accompagnerai. L'objectif, en fait, c'est non pas de vous faire une visite historique du site, je pense qu'on en a déjà bien parlé, même si on va pointer certains éléments qu'on a évoqués là, notamment l'endroit des Castellacci, mais c'est plutôt vous parler du projet et justement de la dimension un peu complexe de cet élément. Donc si vous voulez bien nous accorder 10 minutes juste pour qu'on introduise cette visite, et ensuite on vous propose de passer par la ville à pied, pour ceux qui le souhaitent. On s'arrêtera à la fontaine des 4 canons pour réévoquer cet ouvrage militaire un peu diplomatique, et ça vous permettra aussi de prendre la mesure de l'imposante citadelle qui domine Corté. Ça vous convient? Bien sûr. Oui. Merci Alicia, merci Sébastien. Donc, je vous laisse introduire cette visite sur site et nous évoquer justement comment se déroule un projet où on mêle différentes compétences et différents aspects constructifs, en tout cas différentes pensées constructives pour aller vers la réinvention des lieux. Oui, bonjour. Alors, c'est dans la lignée de la présentation précédente et la question de la matière scientifique qui nourrit la connaissance d'un projet. Avant d'aller vraiment sur le terrain et le vif du sujet, nous pencher un peu sur les aspects théoriques. Parce que le titre de ce colloque, c'est architecture fortifiée. L'architecture, c'est une discipline. L'architecte, c'est un métier qui est un métier de terrain et de construction et qui est aussi un métier de pensée et de théorie. Ce site, c'est, bon, pas revenir sur son caractère emblématique et à la fois exceptionnel, sa situation de citadelle de l'intérieur. C'est, on l'a vu en plus, le préalable de ces documents d'archives l'illustrait magnifiquement. Depuis le château de Vincentello d'Istria, construit au début du XVe siècle, jusqu'au départ de la Légion de l'armée, 5 siècles de transformation à des fins opérationnelles, techniques, de défense, au gré des progrès de la technique militaire à laquelle l'architecture doit s'adapter. Et au départ de l'armée, donc nouvelle phase, c'est celle du temps long engagé de la transformation. C'est pas un sujet unique, c'est ce qui concerne tous les sites qu'on connaît, fortifiés, citadelles, qui
qui font l'objet de reconversion, et c'est la grande question de la transformation de l'usage militaire obsolète, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait et comment. Donc sur ces 20 dernières années, on dira, après les transformations militaires, cette citadelle a continué à être l'objet d'innovation et d'expérimentation, en tout cas de concrétisation de pensées architecturales variées, voire opposées. Qu'on parle de restauration d'un côté, de transformation réutilisation de l'autre, on va dire une forme de continuité avec les débats théoriques hérités du 19e siècle et qui font toujours débat aujourd'hui, faisant appel parfois à toutes les dérives de l'arbitraire. La question de la tour, effectivement, aurait pu être un grand sujet de débat et a été projeté en 2007 dans la proposition de Jacques Moulin. On reconstruisait cette tour et finalement, quand on voit les plans des archives, c'est un des nombreux cas où l'hypothèse de l'architecte finalement était relativement proche de la réalité historique, ce que prouve ce type de découverte. Donc aujourd'hui, c'est ça, donc la restauration par ces architectes en chef, qui se poursuit aujourd'hui avec l'architecte en chef Pierre-Antoine Gattier dans le Nid d'Aigle. Et pour le volet transformation, réutilisation et ce projet Citadella Vintuno, qui du coup projette cette citadelle dans le siècle actuel, c'est aussi des actes architecturaux forts, celui d'Andrea Bruno en premier lieu. Et aujourd'hui, le projet d'aménagement mené par l'agence Orme et les paysagistes territoires, donc avec une autre dimension, c'est l'architecture sur l'ensemble du périmètre de la citadelle, mais essentiellement sur du non bâti, on dira, sauf si on considère que ces ouvrages de terre, effectivement, sont aussi du bâti, parce que c'est de l'ouvrage d'ingénierie. Donc là aussi, une petite perception conceptuelle qui est intéressante. Et la première chose avant d'aller confronter à la réalité avec ce petit parcours qu'on fera au fil du projet, donc Alicia, donc ce positionnement architectural qui est celui du projet, il est nourri de théories. Alors, quel est un peu ce socle théorique sur lequel on s'appuie en 2024 pour imaginer un projet c'est-à-dire d'amener sa strate dans une stratification historique déjà riche, dans un ouvrage tel que la citadelle de Corté. Bonjour à tous. Oui, donc ce projet, donc en parallèle donc de la réhabilitation du Nid d'Aigle, concerne tout d'abord toute la zone que vous voyez en orange sur ce schéma. Donc c'est un vaste projet, mais qui, on va dire, est plutôt un projet d'acupuncture, où on mêle à la fois un projet paysager, un projet architectural, où on essaye de mettre en avant justement les caractéristiques principales, je dirais, de la citadelle. Autrefois, on a pu voir sur les éléments historiques que c'était un fragment de ville. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur, je dirais, des espaces paysagers où les différents étages nous témoignent de différents sentiments. Donc on a à la fois le parvis qui donc, est compris entre les deux casernes, nous donne vraiment un univers minéral qui parle de l'ancienne place forte. Et à contrario, au fur et à mesure où on vient grimper au-dessus, on est complètement en rapport avec le végétal, ce qui est complètement antinomique avec ce qu'on avait autrefois. On avait un quartier urbain, un fragment de ville. Et aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est qu'on a un fragment de paysage sur le point culminant de la ville de Corté. Donc au sein du projet, on souhaite à la fois replacer le visiteur par des petites interventions, je dirais, dans l'histoire du site, notamment par rapport à la reprise de l'entrée. La porte d'entrée actuelle de la citadelle se fait à contrario par le versant nord, c'est-à-dire le versant qui était le plus militarisé. Donc aujourd'hui, on y rentre, on pénètre par ceci.
il y a cette lecture de la façon dont on chemine dans la citadelle qui a été altérée par les interventions multiples qu'on a pu voir au cours de l'histoire, donc qui nuisent complètement à la compréhension historique de ce site. Donc notre intervention se veut à la fois dans la continuité historique, mais en apportant quand même une strate contemporaine pour mettre en avant des points singuliers, je dirais des points sur lesquels on souhaite, on va dire, montrer du doigt, et après aussi pour une dimension, je dirais, de confort, entre guillemets. Hein. On construit un kiosque pour accueillir les PMR, on crée un espace pour gérer de l'événementiel, donc pour retrouver aussi un peu d'usage et un peu de vie dans la citadelle. Bon, c'est clair. Donc, cette exposition que mentionnait Marion en 2019 promettait une citadelle pour Horizon, c'était son sous-titre. Comment paradoxalement voir l'infini à l'intérieur de murs infranchissables. Le projet tel qu'il se dessine aujourd'hui laisse justement entrevoir un avenir intéressant, à la fois dans sa transformation physique et ce que va devenir aussi dans son évolution le musée. Donc on peut aller sur place et voir donc, promenade au fil des différents espaces du site, et donc où Alicia nous racontera comment ils vont être transformés, peut-être en partant de cette fausse entrée qu'est la brèche. Hein, donc on peut se retrouver là, donc côté parking, dans ce qui sert aujourd'hui d'entrée, mais qui n'en est pas une à la base, parce que le mur est justement à cet endroit-là particulièrement censé protéger l'intérieur. Et ensuite, on rentrera dans le musée, on ira jusqu'au pied du Nid d'Aigle en faisant le tour des bastions, et on reviendra surplomber la place, le parvis. Donc rendez-vous là-haut.